I think the one I enjoyed reading I think the one I enjoyed reading more than anything else was Harry Potter. L'aube paisible d'Heathrow fut brisée lorsque la reine Camilla apparut sur le tarmac, silhouette sombre enveloppée dans un manteau sombre, ses pas précipités sous le bleu froid d'une nuit inachevée. Il était à peine 4h du matin. L'air était lourd de brouillard et la lueur des projecteurs se reflétait sur le tarmac humide comme des signaux d'alarme venus d'un autre monde. Aux yeux des spectateurs, la scène semblait presque cinématographique, des véhicules noirs se mettaient en place, des portes claquaient. Avec une précision militaire, des gardes formaient un mur impénétrable autour de leur chargement. Pourtant, ce n'était pas un décor de cinéma. C'était la réalité, et au cœur de celle-ci se trouvait la reine consort elle-même, fuyant le royaume dans un instant de plus grand secret. Quelle découverte pouvait bien pousser une figure royale habituellement protégée par le protocole et les cérémonies à une telle précipitation? La question flottait dans le brouillard tandis que des murmures circulaient parmi le personnel de l'aéroport, certains faisant semblant de manipuler des presse-papiers, d'autres figés d'impatience à l'approche du convoi de l'avion. Leur regard réservé trahissait ce qu'ils comprenaient, tous ce départ était différent. L'urgence palpable dans chaque mouvement annonçait quelque chose de plus sombre qu'un voyage diplomatique de routine ou des vacances privées. Un photographe solitaire, prévenu quelques heures plus tôt par une source anonyme, était accroupi derrière des caisses de fret à l'entrée de l'aéroport. Son objectif tremblait tandis qu'il capturait la silhouette floue d'une reine disparaissant dans la brume. L'écharpe, la pose, la posture reconnaissable entre toutes, telle était l'image qui pouvait déclencher une tempête. Une simple pression sur un bouton suffisait à faire arriver les agents de sécurité, confisquer le matériel et raccompagner l'homme. Mais le mal était déjà fait. Une simple image fixe allait bientôt se propager sur les chaînes d'informations secrètes et les conversations cryptées des journalistes. Au lever du soleil, le monde entier serait au courant. À l'intérieur du jet, Camilla était assise le dos raide, son écharpe serrée contre elle comme si elle la protégeait de bien plus que du froid. Les moteurs grondaient sous ses pieds, espérant s'échapper, mais le poids de ce qu'elle avait laissé derrière elle pesait lourdement sur les vitres de la cabine. Pour certains, ce n'était qu'un drame royal, de plus de quoi nourrir les tabloïds qui se nourrissent des intrigues de palais. Mais là, c'était différent. L'urgence de l'heure, le secret du convoi et la faible peur dans son expression trahissaient quelque chose qui allait au-delà des ragots. Alors que les spéculations se multipliaient, des parallèles avec d'autres institutions en crise sont apparus. Quelques jours plus tôt, les manifestations à Berlin avaient fait la une des journaux européens sur fond d'allégations de scandales politiques cachés. À Washington, les auditions du Congrès concernant la transition de Biden à Trump avaient provoqué un tollé attirant l'attention du monde entier sur des problèmes d'intégrité au plus haut niveau. Et en Ukraine, les révélations sur des opérations secrètes russes avaient déclenché une nouvelle vague de méfiance entre Kiev et ses alliés. Dans ce climat de suspicion, la crise de la monarchie s'inscrivait parfaitement dans un contexte plus large. Des institutions, autrefois considérées comme intouchables, étaient désormais sous le feu des projecteurs internationaux. L'évasion de Camilla ne concernait pas seulement sa personne. Elle symbolisait la fragilité des traditions dans un monde où les secrets ne peuvent plus être cachés. Les analystes présents aux premières heures de la matinée ont fait le lien: si les alliés de l'OTAN pouvaient être divisés sur la transparence, si Washington pouvait vaciller sous les tempêtes partisanes, pourquoi Buckingham Palace devrait-il rester à l'abri à l'ère des fuites, de la surveillance et des cycles d'information continus? Même la couronne était vulnérable. De retour sur le tarmac, les moteurs de l'avion vrombissaient, perçant le brouillard dans un grondement sourd qui semblait résonner à travers Londres. À chaque seconde, l'avion se rapprochait du décollage, du moment où Camilla pourrait être séparée de son pays à cet instant crucial. L'équipage au sol échangeait des regards inquiets. Certains murmuraient qu'elle fuyait la zone dangereuse, d'autres qu'on l'emmenait pour la protéger. La vérité demeurait cachée dans son silence. Mais le silence lui-même en disait long. Pendant des siècles, la monarchie était passée maître dans l'art des apparences contrôlées. Chaque mouvement était chorégraphié, chaque mot mesuré. Voir une reine consort partir si secrètement, c'était entrevoir une institution s'effondrer sous la pression. Les commentateurs ont plus tard comparé ce moment à l'abdication d'Édouard VIII en 1936, une autre nuit où l'amour, le scandale et la couronne s'entrechoquèrent dans une tempête trop puissante pour être ignorée. Le brouillard enveloppait la piste tandis que l'avion prenait de la vitesse. L'espace d'un instant, Londres sommeilla inconsciente du drame qui se déroulait dans le ciel. Mais le monde était déjà en émoi. Les téléphones des rédactions s'allumaient, les rédacteurs criaient d'un bout à l'autre de leur bureau et les journalistes s'empressaient de vérifier les rumeurs qui inondaient leur boîte mail. Certains articles étaient involontairement vagues. La reine part ce soir, mais d'autres contenaient dans des détails précis suffisamment pour convaincre même les plus sceptiques. En quelques heures, les gros titres allaient fuser la reine Camilla arrêtée alors qu'elle fuyait la Grande-Bretagne après une découverte secrète.
Alors que les premières lueurs pâles de l'aube pointaient à l'horizon, l'avion décolla et disparut dans le ciel brumeux. Les lumières de la piste vacillèrent faiblement avant de disparaître sous le brouillard, ne laissant que des questions résonner dans la capitale. Pourquoi la reine avait-elle fui? Qu'avait-on découvert dans sa propriété privée pour déclencher un mouvement aussi désespéré? Et qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du palais, avait prévenu le monde de sa fuite? Dans le silence pesant de ce matin-là, la Grande-Bretagne s'éveilla à bien plus qu'un simple scandale. Elle réalisa que la monarchie, institution fondée sur le secret et le rituel, était peut-être confrontée à son épreuve la plus dangereuse depuis des décennies. Le monde entier avait désormais les yeux rivés sur le palais de Buckingham, attendant des réponses qui pourraient préserver la couronne ou la détruire petit à petit. Le palais ne dormit pas cette nuit-là. Des heures avant que le jet ne perce le brouillard, Buckingham Palace vibrait d'une énergie qui ne se déchaîne habituellement qu'en temps de guerre. Les grands couloirs, si souvent silencieux et cérémoniels, résonnaient de pas précipités et de murmures aigus. Des lampes brûlaient jusque tard dans la nuit, projetant une lueur dorée sur les sols de marbre, tandis que des ombres se déplaçaient sans relâche sur des portraits anciens qui semblaient contempler le paysage en silence. L'air était lourd, comme si même les murs sentaient que quelque chose d'irréversible s'était mis en branle. Derrière les portes closes, les téléphones sonnaient avec une incessante inquiétude qui déstabilisait même le personnel le plus expérimenté. Chaque tonalité stridente portait un poids de secret trop lourd pour l'heure. Les conseillers échangeaient des documents d'une main tremblante, les assistants couraient dans des cours humides de rosée et les coursiers serraient des enveloppes scellées comme si leur vie en dépendait. Chaque geste était précis, mais chaque visage trahissait la même angoisse pressante. Une découverte avait été faite, menaçant la monarchie elle-même. Au cœur de la tempête se trouvait le roi Charles. Dans son bureau privé d'épais rideaux occultait le monde extérieur, tandis qu'un petit cercle de conseillers lisait les premiers extraits des rapports. Des termes comme endiguement, exposition et disgrâce résonnaient avec une régularité glaçante. Un haut conseiller évoquait une humiliation nationale et avertissait que le simple fait de murmurer au sujet de la découverte saperait la confiance du public. Un autre préconisait le silence immédiat et le blocage de tous les canaux d'information, tandis qu'un troisième prônait la transparence avant que les rumeurs ne dégénèrent en catastrophe. Charles écoutait en silence l'air tendu. La tension qui se lisait sur son visage trahissait une tension que la couronne ne pouvait dissimuler. Ses doigts effleuraient machinalement le bord d'une tasse de thé en porcelaine, comme si ce léger mouvement le maintenait ancré au milieu du chaos. Aux yeux des spectateurs, il paraissait calme, mais sous la surface se cachait le fardeau d'un homme pesant non seulement sur son mariage, mais aussi sur la survie d'une institution plus ancienne que le Parlement lui-même. Les parallèles avec la politique mondiale n'ont pas échappé aux conseillers. Quelques jours plus tôt, Reuters avait rapporté comment les révélations de malversations financières avaient ébranlé la confiance envers le Bundestag allemand, tandis qu'à Washington, une enquête du Sénat sur des contrats de défense secrets avait fait la une de la presse internationale. Les institutions ne s'effondrent pas par la violence mais par la méfiance, a averti un conseiller faisant référence à la récente baisse de confiance du public envers le gouvernement vénézuélien après la fuite de documents liant ses dirigeants à des contrats d'armement illégaux. La monarchie, autrefois protégée par des siècles de tradition, était désormais exposée au même feu des projecteurs. Dehors, la presse commença à s'agiter. Les journalistes familiers avec la vie rythmée du palais pressentirent qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Lorsque les lumières de plusieurs fenêtres du palais restèrent allumées bien après minuit, les reporters comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un travail de routine. Lorsque les premiers quarts de reportage prirent position aux portes, les caméras étaient déjà braquées vers le ciel, attendant la confirmation des rumeurs qui circulaient par les canaux cryptés et dans les coulisses de la rédaction. Au palais, le secret se heurtait à l'inéluctabilité. Chaque membre du personnel savait qu'une fois la découverte de Rémile confirmée, le confinement serait pratiquement impossible. Une source du palais s'exprimant officieusement auprès de la BBC a décrit l'ambiance comme un désespoir enveloppé de discipline. Le personnel marchait d'un pas rapide, tête baissée, évitant tout contact visuel, mais les murmures ne pouvaient être réduits au silence. Les domestiques chuchotaient à propos de boîtes découvertes de quelque chose caché depuis trop longtemps dans les fondations du domaine. Chaque rumeur s'aiguisait à chaque nouvelle, alimentant un sentiment d'appréhension. Dans le bureau, Charles s'adossa à son fauteuil, les yeux rivés sur les documents étalés devant lui. Dessous les premières images floues de la découverte des registres poussiéreux, des caisses scellées et un objet enveloppé de toile que les chercheurs refusaient de décrire par écrit. « Si cela devient public, murmura un conseiller, la monarchie ne résistera pas. » Les yeux du roi se rétrécirent et l'espace d'un instant, le silence s'abattit sur la pièce. Il n'était pas seulement un monarque, c'était un époux. Le conflit entre la couronne et sa compagne faisait rage en lui, visible seulement dans sa mâchoire crispée. Le paysage politique général a intensifié la pression.
À Westminster, les appels téléphoniques ont bourdonné au Parlement tôt le matin. Des figures de l'opposition ont exigé des éclaircissements, présentant l'affaire non seulement comme un scandale royal, mais aussi comme une question de sécurité nationale. Si le palais cache cela portera atteinte à la crédibilité de la Grande-Bretagne à l'étranger, a averti un ministre lors d'une interview télévisée. Outre-Atlantique, les chaînes américaines diffusaient déjà des reportages spéculatifs. Fox News a établi des comparaisons entre la crise royale et la pression incessante exercée par le président Trump sur ses alliés de l'OTAN pour qu'ils maintiennent la transparence des dépenses de défense, présentant les deux comme une lutte pour la survie institutionnelle dans une ère de méfiance. À mesure que l'aube approchait, le palais se transformait en forteresse secrète. Les gardes redoublaient donc leur patrouille et les assistants se déplaçaient sous le strict silence et des courriers de haut rang livraient de nouveaux rapports aux appartements du roi toutes les 15 minutes. Pourtant, le sentiment d'inévitabilité grandissait à chaque minute qui passait. La question n'est pas de savoir si la vérité éclatera, murmura un assistant à un autre. La question est de savoir quand. Lorsque les premières lueurs du matin effleurèrent les tours du palais, le monde extérieur était déjà en pleine mutation. Les caméras bourdonnaient, les présentateurs répétaient leurs textes de flash info et les manifestants se rassemblaient aux portes brandissant des pancartes manuscrites exigeant des réponses. À l'intérieur, le débat faisait rage. La monarchie devait-elle prendre les choses en main et reprendre le contrôle du récit ? Ou devait-elle s'accrocher au silence espérant que la tempête finirait par s'apaiser? Les conseillers du roi se divisèrent leurs voix s'élevant dans un débat urgent jusqu'à ce que Charles lève la main pour exiger le silence. Le poids de l'histoire pesait sur lui tandis qu'il parlait d'une voix basse et posée. « Nous agissons avec prudence sans crainte, mais ne vous y trompez pas, cela ne disparaîtra pas. » Ces paroles réduisirent la salle au silence mais ne parvinrent guère à apaiser la peur qui planait sur Buckingham Palace. Dehors, la foule se faisait plus bruyante, les chants plus cinglants et les questions plus pressantes. Qu'avait-on découvert sur le domaine de Camilla qui puisse ébranler la monarchie en son sein? Et combien de temps les murs du palais pourraient-ils dissimuler la vérité avant que le monde ne les détruise? Le paysage autour du domaine de Rémile s'éveilla sous un doux ciel gris, les collines ondulantes enveloppées de rosée et de silence. De l'extérieur, le domaine semblait inchangé, une majestueuse demeure, en pierre nichée, au cœur de chemins de campagne sinueux, ses jardins chargés de brume automnale. Mais entre ces murs, l'atmosphère était tout sauf paisible. Quelques heures avant l'évasion de Camilla, une rénovation de routine avait révélé un secret qui allait changer le cours de l'histoire royale. Une petite équipe d'ouvriers chargée de consolider une ancienne cave de l'aile ouest fut confrontée à un phénomène inhabituel. Leurs marteaux résonnèrent sous les pierres, un son indigne d'une construction pourtant solide. La curiosité prit le dessus sur la prudence. La poussière retomba tandis qu'ils détachèrent les pierres, révélant une ligne ténue qui traçait le contour d'une porte dérobée. À chaque grincement de métal délogé, le sentiment d'intrusion s'intensifiait comme s'ils ressentaient un silence ancestral. Lorsque la serrure finit par céder, un air de moisi envahit la cave. L'odeur était épaisse, terre, moisissure et l'âcre odeur de vieux papier. Leurs lampes de poche perçaient en l'obscurité leurs faisceaux, vacillant sur les coins encombrés de toiles d'araignée et les étagères en bois empilés. Des cartons s'alignaient sur les murs des registres, étaient soigneusement empilés leurs reliures, craquelées par le temps. Mais ce ne furent pas les livres qui coupèrent le souffle aux ouvriers. De l'autre côté, sous une lourde bâche, se dressait un objet qui irradiait le malaise. Le contremaître retira le tissu d'un geste ferme. Ce qui se trouvait en dessous fit chanceler même les ouvriers les plus aguerris. Personne ne parla de ce qu'ils virent, mais leurs visages trahirent le choc. Un jeune ouvrier recula en titubant, marmonnant une prière. Quoi qu'il en soit, l'objet avait non seulement une signification historique, mais aussi un danger. En quelques minutes, la sécurité du domaine fut appelée. Des gardes en uniforme arrivèrent, les radios crépitèrent et la pièce fut bouclée. Des appels téléphoniques fusèrent vers les hauts fonctionnaires du palais par ligne privée. Au coucher du soleil, la découverte n'était plus une curiosité locale, mais une urgence majeure. La nature exacte des découvertes reste entourée de secrets. Des sources internes au palais s'adressant anonymement aux médias internationaux ont évoqué des documents d'archives aux implications explosives. Le Guardian a rapporté que les registres contenaient des références à des transactions financières remontant à plusieurs décennies, impliquant potentiellement des personnalités influentes dans des accords qu'il valait mieux oublier. De son côté, Defense News a émis l'hypothèse que les caisses scellées pourraient contenir des artefacts liés au passé colonial britannique. Des objets dont la divulgation raviverait les débats sur les restitutions et l'impérialisme à un moment où Londres était déjà aux prises avec des tensions diplomatiques avec les pays d'Afrique et des Caraïbes. Les rumeurs les plus inquiétantes concernaient un objet unique, décrit comme profondément symbolique et politiquement dangereux.
Les commentateurs d'Al Jazeera ont suggéré qu'il pourrait être lié à un héritage royal controversé dont la révélation pourrait non seulement nuire à l'image de la couronne, mais aussi remettre en question le récit qui sous-tend sa légitimité. Tandis que les enquêteurs fouillaient la pièce, leurs gestes étaient imposés professionnels mais empreints de tension. Des photos furent prises et les caisses cataloguaient chaque centimètre carré documenté. Pourtant, l'air de la pièce semblait chargé comme si des siècles de vérité cachée avaient été perturbés. Les gardes à l'extérieur de la propriété s'impatientaient, visiblement scrutant les rangées d'arbres et les clôtures avec une intensité inhabituelle. Même les jardiniers et les femmes de ménage ressentirent le changement. C'était comme si la maison elle-même retenait son souffle, confia plus tard une femme de ménage à la BBC. La rapidité avec laquelle les autorités ont perquisitionné Ray Mills a révélé l'ampleur de la découverte. Des voitures banalisées sont arrivées sans phare, des policiers en civil ont disparu au sous-sol et dans tout Londres, les téléphones se sont allumés d'appels urgents. Chaque rapport atterrissant sur les bureaux du palais portait le même message implicite, ce n'était pas une découverte ordinaire, c'était une menace. Le contexte n'a fait qu'exacerber le danger. Partout en Europe, les débats sur l'héritage colonial et les archives d'État cachées avaient déjà choqué les gouvernements. En France, le président Macron a dû faire face à de vives protestations après la fuite de documents supprimés provenant d'Algérie suscitant des appels à réparation. En Pologne, la publication récente de documents de guerre a ravivé les conflits avec l'Allemagne. Et en Ukraine, les révélations sur les dossiers d'occupation russe étaient devenues une arme dans la guerre de l'information. Dans ce contexte, l'idée d'une pièce cachée sous la propriété de Camilla, remplie de boîtes scellées et de registres, risquait de susciter l'indignation tant internationale qu'intérieure. Dans la résidence, le silence était de mise. Les gardes avertissaient le personnel de ne rien dire de ce qu'ils avaient vu, mais le secret n'alimentait que les spéculations. Les habitants remarquèrent une circulation inhabituelle, convoi de véhicules de sécurité hommes en costume sombre portant de lourdes valises, et les rumeurs se répandirent rapidement dans la campagne. Le soir venu, elles parvinrent aux tabloïds londoniens, déclenchant une réaction en chaîne d'appels téléphoniques aux rédacteurs, en chef d'information, aux journalistes et de conversations entre correspondants étrangers. La réaction au palais fut vive et furieuse. Les conseillers de haut rang débattirent non seulement de la manière de protéger le patrimoine, mais aussi de la possibilité de contenir la découverte elle-même. Certains préconisèrent la destruction du contenu avant que la nouvelle ne se répande, arguant qu'un scandale étouffé valait mieux qu'un scandale révélé. D'autres rétorquèrent que la destruction ne ferait qu'accroître les soupçons et évoquèrent des exemples récents de dissimulation qui s'étaient avérées désastreuses. Le Financial Times fit immédiatement une comparaison avec les scandales d'entreprise où des archives cachées pouvaient entraîner la chute de PDG du jour au lendemain. Pour Charles, le dilemme était personnel. Ray Mills n'était pas seulement un domaine, c'était le refuge de Camilla, le lieu où elle s'était longtemps retirée pour son intimité. Que quelque chose d'aussi déstabilisant ait surgi de ses fondations semblait d'une cruelle ironie. Ses conseillers murmuraient que son lien avec le domaine pourrait la rendre vulnérable, la cible d'une inévitable culpabilité. Et dans le froid calcul de la monarchie, la culpabilité est souvent synonyme de sacrifice. À la tombée de la nuit, Ray Mills se tenait entouré de véhicules banalisés, vitres éteintes et secrets scellés derrière des serrures renforcées. Pourtant, le silence extérieur masquait la tempête intérieure. Chaque registre, chaque boîte, chaque objet recelait une histoire qui ne pouvait rester cachée éternellement. Les enquêteurs travaillaient des heures durant gants soigneusement tirés voix basse. Chaque découverte rapprochait la monarchie du point de rupture. À l'aube, le domaine ne ressemblait plus à un sanctuaire. Il semblait être l'épicentre d'un scandale susceptible de briser des traditions séculaires. L'objet découvert sous le plancher était plus qu'une relique ou un document, c'était une ombre qui s'étendait jusqu'au présent, menaçant d'engloutir la couronne elle-même. Qu'est-ce qui pouvait être si puissant que la reine consort elle-même aurait préféré fuir plutôt que d'affronter les questions qu'il soulevait? Et si la vérité sur Ray Mills était révélée, la monarchie survivrait-elle à la tempête qu'elle aurait déclenchée? Londres s'est réveillée dans le chaos. Ce qui avait commencé comme un murmure dans le brouillard d'Heathrow et un espace clos à la campagne vibrait désormais à travers la ville comme un courant électrique. En milieu de matinée, des photos granuleuses du départ précipité de Camilla avaient atteint toutes les salles de rédaction. Les images étaient floues, son foulard lui couvrait la moitié du visage, mais sa posture et son attitude étaient reconnaissables entre mille. Les gros titres retentissaient à la télévision, à la radio et sur les smartphones, la reine consort quitte la Grande-Bretagne en secret. En quelques heures, la foule s'était massée devant le palais de Buckingham. Les touristes impatients de prendre des selfies et des photos souvenirs se pressaient contre les grilles en fer noir, serrant contre eux des journaux encore humides d'encre. Puis des Londoniens arrivèrent, le visage enflammé de colère, exigeant des réponses. Certains réclamaient la transparence, accusant le palais d'avoir trop longtemps caché la vérité.
D'autres brandissaient l'Union Jack et imploraient patience et loyauté. Le mall devint un théâtre de division, les chants s'entrechoquant dans l'air froid jusqu'à ce que la police soit contrainte de se regrouper. La tension mondiale n'a fait qu'exacerber la situation. À Washington, les chaînes de télévision ont lié le scandale à des thèmes plus larges de confiance et de transparence. CNN a diffusé une émission spéciale comparant le secret de la monarchie aux récentes controverses entourant les services de renseignement du Pentagone, où des fuites concernant le déploiement de troupes américaines ont mis à rude épreuve les alliances. Sur Fox News, les commentateurs ont présenté la crise comme un test pour la diplomatie transatlantique du président Trump et se sont interrogés sur la capacité d'une monarchie britannique affaiblie à soutenir l'OTAN à un moment où la défense européenne contre la Russie exigeait l'unité. Berlin a réagi avec la même intensité. Des Dolve a passé des heures à analyser la situation, établissant des parallèles entre la crise britannique et la lutte de l'Allemagne contre la défiance politique suite aux révélations de corruption au Bundestag. Ce n'est pas seulement un scandale royal, a déclaré un commentateur allemand, cela s'inscrit dans un effondrement plus large de la crédibilité institutionnelle du monde occidental. Pendant ce temps, des responsables ukrainiens à Kiev ont exprimé en privé leur mécontentement à Reuters. La Grande-Bretagne était l'un de leurs plus fidèles alliés dans la guerre contre la Russie. Si la monarchie, symbole de la stabilité britannique, était mêlée à un scandale, la détermination de Londres en serait-elle affaiblie? Les médias contrôlés par le Kremlin n'ont pas tardé à exploiter l'affaire pour présenter la Grande-Bretagne comme une nation en déclin. À la télévision d'État russe, les commentateurs ont raillé la découverte de Rémil, la qualifiant de « empire en ruine », exposant sa pourriture. Au Parlement, les téléphones sonnaient sans cesse. Les députés exigeaient des explications immédiates et présentaient l'affaire comme plus que de simples rumeurs. Si la monarchie est mise en doute, cela ébranlera les fondements même de notre démocratie, a averti un ministre. Les appels à la transparence se faisaient de plus en plus pressants d'heure en heure, certains avertissant que le silence pourrait ébranler la confiance du public plus profondément que n'importe quelle révélation. De retour au palais de Buckingham, le vacarme des manifestants résonnait faiblement à travers les lourdes fenêtres. Les conseillers discutaient furieusement autour de longues tables, leur voix portant par-dessus le tic-tac des horloges dorées. Un groupe réclamait une allocution publique insistant sur le fait que reporter la réception ne ferait qu'attiser les flammes. Un autre groupe réclamait un silence absolu, craignant la révélation de détails trop dangereux pour être révélés au grand jour. La tension se reflétait dans les salles de rédaction de toute la ville. Les présentateurs de la BBC analysaient minutieusement chaque geste, chaque détail vague du départ de Camilla. Le Guardian publiait des révélations spéculatives reliant la découverte du domaine au pillage colonial, tandis que le Times exhortait à la retenue et mettait en garde contre les dangers de l'hystérie. Dans les rues, l'atmosphère était pesante. Les manifestants réclamant la vérité brandissaient des banderoles avec des slogans tels que « Que cachez-vous ?» Les fidèles de la famille royale répondaient par des slogans tels que « Protégez la couronne ». Les disputes dégénérèrent en bousculade. La police, déjà débordée par des semaines de manifestations pour le climat, peinait à maintenir l'ordre. La monarchie n'avait pas vu une foule aussi divisée depuis les jours qui ont suivi la mort de la princesse Diana. Une comparaison répétée par la presse étrangère et les citoyens britanniques. Des répercussions internationales se sont rapidement fait sentir. Au Canada, où le débat sur les liens avec la couronne faisait encore rage, les politiciens se sont emparés du scandale pour renouveler leurs appels à une réforme républicaine. En Australie, les émissions matinales ont diffusé des reportages remettant en question la validité de la loyauté envers la monarchie au XXIe siècle. Les dirigeants caribéens, qui exigeaient déjà des réparations pour les injustices coloniales, ont suggéré que la découverte de Rémil pourrait renforcer leur position. La monarchie conçue comme un symbole de continuité et d'unité était devenue l'épicentre du débat mondial. Le roi Charles, coincé entre des murs dorés, sentait le poids de cette tempête peser sur lui. Debout près d'une haute fenêtre du palais, il observait la foule se rassembler devant les portes. Chaque acclamation, chaque cri semblait escalader les murs de pierre et peser sur lui comme une accusation. Sur son bureau se trouvaient de multiples brouillons d'explications, certains rédigés par des assistants prudents réclamant de vagues assurances, d'autres par des conseillers politiques préconisant une reconnaissance audacieuse de la découverte. Aucun ne le satisfaisait. Parler, c'était risquer de révéler des vérités imprévisibles. Se taire, c'était mettre en péril la fragile confiance du peuple. Les analystes européens et américains ont jugé ce moment crucial. Était-ce le Watergate britannique, se demandait-il? Un test pour savoir si les vieilles institutions résisteraient à l'examen moderne? Ou s'agissait-il simplement d'un autre scandale qui s'estomperait dès que la prochaine crise géopolitique ferait la une des journaux? Les responsables de l'OTAN, déjà mis à rude épreuve par des différends sur le financement et la guerre en Ukraine, ont admis en privé que l'instabilité à Londres pourrait compromettre la cohésion de l'Alliance à un moment critique. Les chants à l'extérieur s'amplifiaient,
et résonnait dans les salles du palais. À l'intérieur, le silence du roi devenait insupportable. Chaque tic-tac de l'horloge portait le poids de l'histoire. Les conseillers échangeaient dans des regards tendus, sachant que chaque heure qui passait alimenterait les spéculations. La monarchie ne contrôlait plus le récit. C'était le monde qui le contrôlait. La Grande-Bretagne traversait ainsi une journée sans précédent, un pied ancré dans la splendeur des siècles passés, l'autre tremblant au bord du chaos moderne. La reine consort était partie, le domaine était bouclé. Les rues grouillaient de protestations et la monarchie elle-même oscillait entre survie et effondrement. Charles allait-il s'exprimer avec clarté ou le silence allait-il irrémédiablement fracturer l'institution Londres et le monde entier restait rivé aux portes du palais attendant une réponse. Les murs du palais semblaient se refermer tandis que le débat s'intensifiait. Le roi Charles était assis à la tête d'une longue table polie entouré de ses conseillers en formation tendue. Les lourds rideaux étaient tirés pour protéger le roi des champs extérieurs, mais les rugissements étouffés de la foule résonnaient encore. Chaque voix à l'extérieur des grilles rappelait que la monarchie n'était plus maîtresse de son histoire. Les documents de Rémile gisaient éparpillés sur la table, fragments sinistres d'une découverte incontournable. Photos de registres, listes de transactions financières, notes dans les marges, laissant entrevoir des transactions qu'il valait mieux garder secrètes. Et puis plus troublant encore l'image de cet objet. Dissimulé, catalogué, mais toujours anonyme dans les rapports officiels. Si le monde voit cela, Boutontara, murmura un conseiller, la monarchie perdra la crédibilité qu'elle ne pourra jamais retrouver. Les discussions s'enflammèrent. Un conseiller réclama une réduction immédiate de ses pouvoirs et préconisa que Camilla soit discrètement écartée de la vie publique afin de préserver la couronne. Un autre objecta qu'une telle mesure équivaudrait à un aveu de culpabilité, une tentative désespérée de faire de la reine consort un bouc émissaire. Sacrifiez-la et la monarchie pourrait perdre la face, lança une voix. Protégez-la et nous mettons en péril l'institution elle-même. Ce n'était pas la première fois qu'un monarque britannique se trouvait confronté à un tel dilemme. Les historiens des médias avaient déjà établi des parallèles avec l'abdication d'Édouard VIII en 1936 lorsque l'amour et le devoir s'étaient effondrés. Mais contrairement à Édouard Charles, n'abandonna pas la couronne. Il fut contraint de choisir entre son épouse et la survie d'une monarchie malmenée par les critiques modernes. Les échos de la politique internationale n'ont fait qu'intensifier la pression. De l'autre côté de l'Atlantique, le président Trump aurait déclaré à ses proches collaborateurs que la Grande-Bretagne devait se ressaisir, avertissant que l'instabilité à Londres affaiblissait l'OTAN, tandis que les forces américaines et européennes menaient de délicates manœuvres de dissuasion contre Moscou. À Bruxelles, les dirigeants européens craignaient vivement qu'une monarchie affaiblie n'alimente les campagnes de propagande russe et les discours sur le déclin de l'Occident. Même Israël et l'Iran ont profité de l'actualité les médias d'État des deux pays, mêlant ce scandale à des accusations plus larges d'hypocrisie occidentale et de délabrement des institutions. Au palais, le débat atteignit son paroxysme. Un noble de haut rang, d'une voix calme mais au regard d'acier, suggéra ce que personne n'osait dire. Ouvertement, il fallait écarter Camilla. Les mots frappèrent comme un coup de massue. Un silence momentané s'abattit sur la pièce. L'expression de Charles se durcit, mais ses mains trahissaient la tension, ses doigts caressant le bord d'un rapport comme s'il pesait le poids de son propre cœur. Les souvenirs revinrent en masse des décennies de camaraderie, des batailles menées ensemble sous un regard impitoyable, un amour forgé dans le feu et le scandale bien avant d'être légitimé par le mariage. Écarter Camilla maintenant serait la trahir non seulement elle, mais aussi elle-même. Pourtant, la monarchie exigeait des sacrifices. Devoir et dévouement allaient rarement de pair. À mesure que le débat s'étendait, la pression extérieure s'intensifiait. À Westminster, les députés débattaient ouvertement de la capacité de la monarchie à survivre à un nouveau scandale. Certains appelaient à un référendum sur le rôle de la couronne dans la démocratie britannique. En Australie et au Canada, les voix républicaines se faisaient de plus en plus fortes, considérant la crise comme la preuve que les liens avec la monarchie appartenaient au passé. Les dirigeants caribéens qui réclamaient déjà des réparations suggérèrent que la découverte de Rémile rendait leurs revendications plus urgentes. Pour Charles, la décision n'était plus personnelle mais géopolitique. Chaque choix risquait d'avoir des répercussions bien au-delà de la Grande-Bretagne. Protéger Camilla pouvait briser la monarchie. La destituer pouvait briser sa propre humanité. Son silence à table était pesant, son regard fixé sur la fenêtre obscure où une faible lumière filtrait à travers les rideaux. Finalement, il se leva. Les conseillers restèrent silencieux, leurs arguments s'interrompant au milieu de leurs phrases. Le roi s'approcha de la fenêtre et pressa la main contre la vitre fraîche. Derrière elle, les silhouettes flousières des manifestants protestant contre le brouillard s'estompèrent, leurs pancartes brandies, leurs chants incessants. Il resta là ce qui lui sembla une éternité, la couronne pressée invisiblement contre ses épaules.
Lorsqu'il se retourna, sa voix était déterminée bien que son regard trahît la tristesse. « Nous ne la sacrifierons pas, dit-il doucement, mais nous n'abandonnerons pas non plus la couronne. Nous agirons avec prudence, paroles mesurées, pas de décision hâtive. » Ses conseillers échangèrent des regards inquiets. Certains hochèrent la tête à contre-cœur, d'autres froncèrent les sourcils dubitatifs. Pourtant, son ordre était définitif. Cette décision lui permit de gagner du temps, mais pas la paix. Les conseillers quittèrent la salle avec des instructions pour des déclarations soigneusement rédigées et des mesures de sécurité renforcées. Charles resta seul, les yeux rivés sur la faible lumière matinale. Son choix était un équilibre délicat, un faux pas pouvait détruire à la fois la monarchie et le mariage. Pendant ce temps, les analystes étrangers durcissaient leurs commentaires. Le Guardian a décrit la situation critique du roi comme une lente collision entre amour et devoir. Defense News a averti que la crise de la monarchie enhardirait les opposants et déstabiliserait les alliés dans un contexte de précarité mondiale. Les experts de la BBC se sont interrogés sur la capacité de la couronne à s'adapter aux exigences modernes de transparence sans bouleverser des traditions séculaires. Dehors, les chants aux portes s'intensifiaient. À l'intérieur, le roi demeurait immobile, solitaire, tiraillé entre l'histoire et le présent, entre la tendresse d'un époux et les exigences froides d'un monarque. La monarchie était au bord de l'effondrement. Et à chaque heure qui passait, la question devenait plus aiguë. Charles parviendrait-il à équilibrer la couronne et son épouse, ou le poids de l'un et de l'autre l'écraserait-il sous le regard de l'histoire ? Le brouillard au-dessus des Heathrow s'était à peine levé que l'avion royal reprenait sa route. Les moteurs vrombissaient comme une bête contenue, promettant une évasion mais exigeant patience. À l'intérieur, les assistants chuchotaient sèchement, les papiers étaient froissés. Et chaque minute lui semblait une éternité. Camilla était assise près du hublot ovale, son foulard serré, le regard fixé sur le vide. Le plan était simple, un vol discret avant l'aube, une arrivée discrète en Europe et du temps. Du temps pour contenir les retombées avant que la tempête n'atteigne son paroxysme. Mais le temps lui avait fait défaut. Les phares perçaient le brouillard. Un convoi de véhicules noirs traversait le tarmac avec fracas, leurs mouvements précis, leur urgence indéniable. L'équipage se figea. Les gardes postés au pied de l'avion formèrent une formation. Les portes de la voiture de tête s'ouvrirent brusquement et un envoyé royal en sortit, son manteau flottant au vent froid, une enveloppe serrée dans sa main. Son arrivée réduisit la cabine au silence en un instant. Le message était bref, son autorité absolue. Le vol fut annulé sur ordre du roi. Camilla reçut l'ordre de retourner immédiatement au palais de Buckingham. Les aides de camp échangèrent des regards paniqués. Le plan soigneusement élaboré sombra dans le chaos. Pourtant, la reine consorte elle-même resta immobile, le visage indéchiffrable en se levant. Son écharpe flottait au vent tandis qu'elle descendait l'étroit escalier de l'avion, ses pas mesurés mais lourds d'inévitabilité. Lorsque le convoi atteignit le palais, la Grande-Bretagne retint son souffle. Les rédactions s'agitèrent tandis que la confirmation se répandait. Camilla n'était pas partie après tout. Des banderoles défilaient sur toutes les chaînes, les journalistes se pressaient aux portes et les commentateurs s'empressaient d'analyser chaque nuance. Le pays déjà perturbé se préparait à la clarté. Et cette clarté arriva rapidement. Le roi Charles apparut à la télévision nationale, pâle mais serein. Sa voix avait la gravité posée d'un homme qui comprenait que chaque mot résonnerait bien au-delà des frontières britanniques. Il prit acte de la découverte de Raymil, la décrivant comme une affaire d'importance historique exigeant une enquête approfondie. Il promit la transparence mais exhorta à la patience. Il ne révéla aucun détail, aucune mention de boîte de registre ou de l'objet enfermé. Mais son ton ne laissait planer aucun doute sur le fait que la couronne allait devoir rendre des comptes. La réaction fut immédiate. Le silence s'abattit dans les pubs et les salons londoniens tandis que les télévisions diffusaient le discours du roi. Certains louèrent sa fermeté, la qualifiant de voix d'un monarque refusant de céder au chaos. D'autres l'accusèrent de dire des demi-vérités et avertirent que taire les détails ne ferait qu'attiser les soupçons. Devant les portes du palais, des manifestants éclatèrent leurs chants, s'élevant jusque dans la nuit « Dites-nous la vérité ». Les fidèles de la famille royale répondirent par des acclamations et agitèrent des drapeaux comme si leur soutien seul pouvait stabiliser la couronne. Le discours a eu un retentissement international. Le New York Times l'a décrit comme une monarchie sur la défensive, tandis que The Guardian a mis en garde contre une crise de légitimité. Al Jazeera a insisté sur les implications mondiales liant le scandale au débat sur les réparations coloniales et la responsabilité institutionnelle. À Moscou, la télévision d'État a raillé les propos de Charles, les qualifiant de « trop peu trop tard » et a dépeint la Grande-Bretagne comme un royaume en décomposition de l'intérieur. Les analystes de l'OTAN ont murmuré que le moment était particulièrement mal choisi. Les drones russes intensifiant leurs attaques contre l'Ukraine et les navires de guerre américains surveillant les navires chinois en mer de Chine méridionale. Une Londres distraite, craignait-il, était une Londres plus faible.
Pendant ce temps, Camilla retournait au palais sous haute surveillance. Des caméras l'aperçurent entrer par une porte latérale, son foulard toujours serré autour de son visage. Les spéculations allaient bon train. Était-elle protégée ou peut-être enfermée à l'intérieur? Son silence était aussi pesant que la découverte elle-même. Pour la monarchie, la voie à suivre se rétrécissait. La transparence comportait le risque d'être exposée. Le secret menaçait de s'effondrer. L'équilibre prudent de Charles gagna des heures, peut-être des jours, mais pas plus. La vérité sur Rémile, quoi qu'il en soit sous le sol de pierre, était trop puissante pour rester cachée à jamais. Les conseillers travaillèrent nuit et jour à élaborer des stratégies possibles, évaluant le risque d'exposition face à l'inévitabilité des fuites. Chaque option comportait un danger. À l'extérieur, les citoyens britanniques débattaient avec véhémence. Certains voyaient dans la crise la preuve que la monarchie avait rempli sa fonction, une relique inadaptée à la démocratie moderne. D'autres s'y accrochaient plus farouchement que jamais, arguant que dans un monde chaotique, de l'agression russe à la confrontation entre Israël et l'Iran, la monarchie symbolisait la continuité. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille, les hashtags se multipliant dans le monde entier, divisant non seulement la Grande-Bretagne, mais aussi l'opinion publique mondiale. Et ainsi, une nation attendait. La monarchie oscillait entre passé et futur, entre secret et révélation, entre loyauté et trahison. L'avion qui avait autrefois promis l'évasion symbolisait désormais quelque chose de plus grand, impossible de partir, impossible de se cacher, seulement l'inéluctabilité de la vérité. La main ferme de Charles parviendrait-elle à guider la couronne à travers la tempête? Camilla survivrait-elle à l'examen minutieux qui définissait désormais son rôle? Et la monarchie britannique, meurtrie par l'histoire et traquée par la transparence moderne, parviendrait-elle encore à gagner la confiance de son peuple? Pour l'instant, les réponses restaient cachées derrière les murs du palais. Mais dehors, dans l'air londonien agité, la question était sur toutes les lèvres: la monarchie survivra-t-elle lorsque l'aube de la vérité éclatera enfin? Ou ce scandale la détruira-t-il à